Bonsoir. À la une de votre 19-20, au lendemain de l'assassinat d'un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'enquête progresse. Le deuxième assaillant aurait été identifié. Il viendrait de Savoie. Les enquêteurs cherchent à déterminer les liens qu'il avait avec Adel Kermiche, l'autre terroriste. Et puis l'émotion, toujours très vive à Paris également. Le recueillement et l'unité, quelles que soient les convictions religieuses, ont prédominé. Le chef de l'État et le Premier ministre assistent en ce moment même à une messe célébrée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en hommage aux victimes de l'attentat d'hier. Nous retrouverons sur place notre journaliste Alexandra Marie. Dans le reste de l'actualité, en Ile-de-France, la pagaille évitée dans les aéroports parisiens malgré la grève à Air France. 13% seulement des vols ont été annulés. Enfin, le festival Paris Quartier d'été nous emmène cette semaine dans l'univers déjanté et jubilatoire d'artistes acrobates, danseurs et comédiens. Et ça fait du bien. Ce sont le recueillement et la prière, je vous le disais, qui ont fortement marqué cette journée. En ce moment même, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chef de l'État, François Hollande, le Premier ministre, Manuel Valls, plusieurs ministres de la République et de nombreuses personnalités du monde religieux assistent à la messe en hommage aux victimes de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. 1500 personnes rassemblées. La cérémonie est présidée par le cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris. Nous retrouvons tout de suite sur place notre journaliste Alexandra Marie qui se trouve sur le parvis de Notre-Dame. Alexandra, vous avez pu rencontrer des personnes de l'assistance. Quel est leur état d'esprit ? Écoutez, ce soir, Maud, on peut dire que les personnes qui ont fait le déplacement, qui ont souhaité être présentes, envoient tout un message d'apaisement. Elles sont venues évidemment rendre hommage aux victimes de cet attentat. Et pour beaucoup, la disparition du père Hamel est vécue comme un énorme choc dont ils sont nombreux à avoir beaucoup de mal à se remettre. Dans la file d'attente, vous l'avez dit, très très longue pour accéder au parvis, nombreuses étaient les personnes aussi qui étaient particulièrement émues d'avoir à être fouillées pour accéder au parvis. Bien sûr, tout le monde comprenait le dispositif de sécurité très important ce soir, mais regrettait qu'il faille en arriver là pour assister à un office religieux. Alors après la sidération, cette cérémonie, c'est donc l'occasion de se rassembler. Croyants, non-croyants sont venus, des catholiques, des non-catholiques, tous sont venus envoyer un message de solidarité. Écoutez. On a prié ce matin en communauté pour lui. C'est un des nôtres. Nous les prêtres, on forme un seul corps. Donc un de nous est tué, on est tous touchés. Croyants ou pas croyants, nous sommes là. Voilà. À titre de citoyen et à titre de frère, frère de mes frères musulmans, frère de mes frères chrétiens, frère de tous ceux qui ont la foi, frère de tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, frère de chacun. Et jamais, au nom de Dieu, on ne peut faire le moindre meurtre. Jamais on ne peut utiliser Dieu. Et puis il y aura également la journée demain, également un temps fort pour la communauté catholique. Oui, tout à fait. Au recueillement de ce soir succédera une journée particulière, une journée de prière et de jeûne appelée par le président de la conférence des évêques. Il a appelé les catholiques, je cite, à prier pour la paix dans le monde et pour le pays. Merci, je rappelle que vous étiez en direct du parvis de Notre-Dame de Paris. L'émotion a été palpable toute la journée parmi les catholiques dans la cathédrale Notre-Dame, comme dans les églises les plus modestes. Des messes ont été célébrées toute la journée avec à chaque fois des prières pour les victimes de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Voyez ce reportage à Boulogne-Billancourt où nous nous sommes rendus. Louis Simondé avec Gilles Bezou. À Boulogne, l'attentat contre un prêtre en Normandie résonne douloureusement pour la communauté chrétienne. Énormément de tristesse. Bien sûr, il y a eu de la colère, mais on ne doit pas tomber là-dedans. Beaucoup de peine pour ce prêtre. Vraiment, là, j'ai été touchée, j'ai pleuré devant ma télé. Depuis hier, de nombreuses messes sont célébrées dans la capitale ainsi qu'en région parisienne. Des instants de recueillement pour se souvenir. Parmi les fidèles, nombreux sont ceux qui refusent de céder à la peur. Aucune peur, au contraire, il faut qu'on se manifeste, qu'on se montre. Depuis les attentats de l'année dernière, de nombreuses synagogues et mosquées bénéficient d'une protection militaire. Un dispositif indispensable pour ce prêtre. L'État a pour un de ses devoirs d'assurer la sécurité et même la liberté de culte. Donc, disons qu'à l'État de nous venir en aide pour que la sécurité soit assurée au moment de nos prières. À Villejuif, cet acte barbare a un écho particulier. C'est ici en 2015 qu'un projet d'attentat contre une église de la commune est déjoué. Renforcer la sécurité des lieux de culte, les avis sont partagés.
Si on met des militaires devant les églises, on met aussi des militaires devant les mosquées, devant... ça n'empêchera pas le danger non plus. Ils doivent mettre des militaires pour sécuriser l'église et la population. S'il faut mettre un militaire à chaque coin de l'église, je ne sais pas si ça va le faire quand même. En France, seuls près de 1200 sites chrétiens sont protégés sur les 45 000 églises que compte le territoire. Dans le reste de l'actualité, en Île-de-France, la grève des hôtesses de l'air et des stewards d'Air France n'a pas trop bouleversé pour l'instant. En tout cas, les départs prévus par la compagnie aérienne, 87% des vols ont été assurés ce mercredi. Fernando Malverde et Frédéric Askenazi. Malgré un mouvement qui commence en plein chassé-croisé des vacances, la grève des hôtesses et des stewards d'Air France a un impact relativement limité. La direction a tout mis en œuvre pour solliciter d'autres compagnies, réorganiser ses équipes et avertir les clients. J'ai reçu un mail comme quoi il faut suivre sur l'application. Et jusqu'à maintenant, sur l'application, c'est on time, donc pas d'impact. Je suis navrée pour tous ceux qui ont leur vol annulé et qui se font faiblement indemniser. On peut les comprendre, même si les jours de départ en vacances, c'est toujours un peu compliqué à accepter, mais bon, c'est comme ça. Selon la direction, même si plus du tiers du personnel était aujourd'hui gréviste, 80% des vols ont pu être assurés. Au final, la grève pourrait coûter plusieurs dizaines de millions d'euros à l'entreprise. On est sur une grève d'une semaine, donc d'une longueur totalement inédite, au pic de l'été, c'est là aussi inédit, pour des motifs qui nous paraissent extrêmement faibles par rapport à l'enjeu économique et par rapport à nos passagers de ce mouvement. La grève porte sur l'accord d'entreprise qui gère les salaires et les congés des 13 000 personnels navigants. Les syndicats qui ont déposé leur préavis le 3 juin dernier parlent de fausses négociations. Ce qui serait intéressant, c'est de poser la question à la direction, à savoir depuis quand elle a décidé de ne pas négocier. Nous avons des demandes qui sont raisonnables, qui sont modérées, qui correspondent à ce que nous vivons déjà. Nous demandons seulement plus de garanties dans le futur. Pour l'instant, aucune négociation n'est envisagée pendant le conflit. Les vols d'Air France connaîtront donc des perturbations jusqu'au 2 août prochain. Tout autre chose avec cette question, que faire contre les ouvertures illicites de bouches à incendie pour se rafraîchir? La ville d'Aubervilliers semble avoir trouvé la solution. Un dispositif anti-geyser permet désormais de limiter les risques dus à la pression et aussi le gaspillage de l'eau. Reportage sur place, Mathieu Caillot, Pierre Lassus. C'était l'été dernier, sous l'effet de la canicule. Des bouches à incendie étaient prises d'assaut par des jeunes dans plusieurs villes de banlieue. À Aubervilliers par exemple, où c'est arrivé 300 fois. Cet été, la commune a décidé de prendre les devants et d'installer un kit anti-geyser, mis au point par cet ingénieur de la ville avec une équipe d'élèves et d'enseignants de plusieurs lycées techniques de Seine-Saint-Denis. Donc avec les élèves, on a dessiné, conçu la pièce avec un logiciel de dessin 3D. Donc cette pièce-là vient s'emboîter comme ceci. Et pour assurer sa sécurité, il y a une bague qui vient se mettre derrière. Voilà, comme ceci. Le dispositif se fixe aux embouts des bouches à incendie. Il suffit ensuite d'ouvrir le robinet. 7 petits jets d'eau dans un premier temps et un effet brumisateur si l'on ouvre davantage. Le kit 100% Made in Aubervilliers a été validé par les sapeurs-pompiers et l'entreprise Veolia qui gère le réseau d'eau. Il permet de limiter les dangers dus à la forte pression et d'éviter le gaspillage de l'eau. On va continuer tout l'été là les expérimentations dès qu'il fera chaud. On va pas le faire quand il fait pas chaud, ça sert à rien de gaspiller l'eau pour rien. Et puis on va regarder à l'usage comment on fait parce qu'effectivement faut qu'il y ait un technicien qui le mette en place, qui surveille, qui le défait et puis après qui s'en aille avec. Donc il y a un système maintenant à monter avec la vie associative, avec les services de la ville, avec plein de communes pour voir effectivement comment on peut faire pour régler la question. Le dispositif a été inspiré de ce qui se fait déjà à New York depuis les années 50. Adapté au réseau local, il pourrait être breveté par la mairie pour le laisser libre de droit à toutes les communes intéressées. Cette information en bref, Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Île-de-France, demande l'évacuation, je cite, dans les plus brefs délais d'une 50aine de migrants installés au Creps à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Dans un communiqué, elle explique que ces réfugiés empêchent la préparation de la rentrée des futurs résidents de ce centre de formation pour sportifs. Ce groupe de migrants a été mis à l'abri vendredi dernier et doit être réorienté dans les jours à venir.
Immersion à présent dans le festival Paris Quartier d'été. Fidèle à son esprit précurseur, le festival propose cette semaine un spectacle déjanté, smashed. Danse, théâtre, jonglage, qu'on ne s'y trompe pas. Derrière une telle folie, il y a beaucoup de travail et de précision. Geneviève Faure avec Nedim Nonkarevitch. Quand les Gandini Jungling s'installent, ils mettent les petits plats dans les grands. Porcelaine et farandole de pommes au menu. Mais très vite, le dîner va tourner vinaigre. Le fruit défendu passant de main en main et des artistes ne demandant qu'à remettre le couvert. On vient du monde de la danse. J'adore le cirque, mais notre papa et notre maman, c'est la danse plutôt. Ouais. La danse et le théâtre. Les jongleurs de Gandini sont d'une virtuosité confondante sans pour autant se prendre au sérieux. Il faut dire qu'ils suivent un langage bien à eux, un jonglage quantique en quelque sorte. Au départ, on travaillait sur un système qui s'appelle le side swap, qui est un peu notre solfège à nous. Donc par exemple, si je dis à un jongleur 6, 3, 1, 4, 1, il saurait de quoi je parle, la plupart des jongleurs. C'est un peu un solfège qui permet de faire des figures très compliquées et de chorégraphier des choses très rapidement. Lorsque le spectacle a été créé en 2009 en hommage à la chorégraphe Pina Bausch qui venait de décéder, c'était seulement pour une semaine à Londres. Mais depuis, le spectacle n'a pas cessé de tourner, rencontrant partout un succès fou. Et quand on vous dit fou, c'est que c'est vraiment fou. Je ne pensais pas du tout que ça allait se terminer comme ça. J'adore la musique. J'adore en fait tous les personnages. Ils sont super sympas. Voilà, j'ai adoré. Vraiment à conseiller à toutes les personnes qui ne l'ont pas vu. Riche, éclectique. Vraiment, vraiment très bien. Smashed, une fantaisie pour 9 jongleurs, 9 chaises, 100 pommes et 2 services à thé. Une tea party joyeusement délirante qui porte bien son nom, car smashed, en français, ça veut dire fracassé. Notre série sur le mobilier national fait escale dans les locaux de l'Arc, l'atelier de recherche et de création de la Manufacture des Gobelins. Depuis les années 60, des designers contemporains, des techniciens d'art y créent des pièces souvent uniques, toujours au service de l'État. Il y a là de la modernité, voire de l'avant-garde. Bruno Lopez avec Laure Bignalet. Un fauteuil en fibre de carbone, imaginé par un designer très recherché, Christian Gion. Il rejoindra après inspection une institution nationale ou un dépôt. Les meubles vont en réserve et si demain un ministre, un président veut du mobilier contemporain, on peut lui proposer ça. La mission de l'Arc, atelier de recherche et de création, est de passer commande de mobilier à des créateurs contemporains. Un laboratoire d'idées dédié à la belle ouvrage. Les techniques les plus pointues au service des palais de la République. On va superposer les épaisseurs, les laits, et on va fermer le moule avec un contre-moule et on va injecter de la résine époxy, et la résine va durcir en quelque sorte et on va sortir une coque de siège. L'Arc, une vitrine du savoir-faire français. C'est en 1964 qu'André Malraux décide de lancer ce bureau d'études au sein même du Mobilier National, une institution dont voici le siège, construit en 1937. Notre maison est vivante, notre maison est à la pointe de la contemporanéité, c'est-à-dire que depuis 4 siècles, nous invitons les artistes contemporains. Alors hier c'était Lebrun, il y a quelques années c'était Picasso, Matisse, aujourd'hui c'est Kiki Smith, c'est Baz Luhrmann, c'est des grands noms. De grands noms au service des chefs d'État. Pompidou à l'Élysée, et voici que l'Arc connaît son âge d'or. 2 tables dans cette salle à manger aux lignes courbes, 2 tables rondes, pour un total de 24 couverts. Et voici le salon. Fauteuil beige en cuir retourné. Ici, comme dans l'ensemble de l'Élysée réaménagé et restauré, on remarque le goût d'un maître d'œuvre. En fait, ils sont 2. Le président de la République et Madame Georges Pompidou. Du Pierre Paulin, encore, et un bureau pour Mitterrand cette fois, le siège du pouvoir. L'Arc, une maison au service des designers. Il y a des designers qui vont venir très humblement
et qui vont être très fiers de cette collaboration. Et puis il y a des designers qui vont arriver avec leurs idées et qu'ils vont déposer. Et puis ils vont être plus à distance. Et nous, on va travailler avec quelques rendez-vous. On va pouvoir se rencontrer à nouveau, faire valider certaines étapes importantes via des prototypes. En 52 ans, l'atelier de recherche et de création aura collaboré avec plus de 100 créateurs et lancé 600 prototypes. L'esthétique et l'innovation à la française, en modèle unique ou série très limitée. C'est ainsi que s'achève la première partie de votre 19-20. Tout de suite, l'édition des locales, puis le journal de la rédaction nationale présenté par Stéphane Lippert. Je vous retrouve quant à moi demain dès midi pour votre 12-13 à Paris et en Ile-de-France. Merci de votre fidélité.